l'histoire de Fashion Runner, les Enhanced Games, une formation en parallèle de l'athlétisme à niveau professionnel. Aujourd'hui, on rencontre Quentin Malrec, athlète à niveau pro qui a dû arrêter sa carrière. Enchanté Quentin, bienvenue dans la 4e place. Et ben moi je m'appelle Quentin, Quentin Malrec, je viens de Grenoble. Je suis arrivé super tard sur le sport de haut niveau, genre autour de 15 ans, ce qui est quand même relativement tard pour du sport. J'ai commencé le sport en vrai, c'était un concours de circonstances, ça allait pas trop bien à l'école, j'avais du mal à me trouver un peu en tant que jeune garçon. Et du coup, ma mère, elle m'a inscrit à l'athlé. Et du coup, je suis allé au club un soir. Et en fait, ça s'est très vite bien passé. Je me suis fait des potes. Et en fait, ça a très vite été un truc cool, plus social qu'autre chose, le sport. Et vraiment, pendant toutes les premières années, et je pense que c'est pour ça que c'est toujours resté sain pour moi, c'était vraiment un plaisir que d'aller à l'entraînement pour faire des blagues avec les potes, pour voir des gens, et puis pour sortir un peu de la nouvelle vie que j'avais, entre guillemets, parce que j'étais arrivé à cette époque dans une grande ville. C'était un peu compliqué en ayant grandi à la campagne et tout, tu vois. Et en fait, après, très vite pris au jeu. Et en fait, surtout, j'ai très vite été bon. Je pense que si j'étais pas très bon, j'aurais pas continué 10 ans. Mais j'ai très vite été bon et tout. Et donc, du coup, après, c'est un peu la machine à laver, quoi. C'est ce que je dis souvent, tu t'es pris dedans. Et enfin, en vrai, t'as plus trop le choix dans le sens où ça te plaît. Tu te fais des potes. Et donc, du coup, tu t'arrêtes pas. Et puis, au bout d'un moment, tu sors la tête de l'eau et c'est 10 ans plus tard, quoi. Donc toi, En quand tu as gros. commencé, c'était vraiment juste un truc pour faire un lien social et c'est devenu, Ouais. devenu un truc à objectif. En fait, c'est que grâce au sport, j'ai découvert que genre j'avais des raisons d'exister un peu et je pouvais avoir confiance en moi, j'avais le droit d'avoir confiance en moi, j'avais tu vois. En fait, je sais pas, ça m'a acheté un peu une fierté le sport de haut niveau. Le sport en tout cas, un truc de gratification personnelle et en fait, c'est ce qui m'a tenu toute ma carrière sportive, c'est tu t'entraînes énormément mais en fait en même temps c'est une liberté de ouf et c'est une gratification de ouf que de pouvoir tous les soirs rentrer et tous les jours 2 fois par jour faire un truc dont tu ne pensais pas la veille capable. Hein. Et ça, c'est d'autant plus véritable et d'autant plus vrai, ouais, donc du coup, les dernières années, où c'était vraiment l'expérience qui était poussée à son maximum. Mais même au début, en fait, rien que le fait de se dire, bah voilà, j'ai pas perdu une journée, en fait. J'ai pas perdu une journée parce que j'ai dépassé mes limites. Et en fait, c'est encore une fois, ouais, c'est trop gratifiant de dépasser ses limites. Et donc ton parcours dans l'athlé, par quoi tu as commencé? C'était quoi tes épreuves un peu phares? Et Mm. est-ce que tu Bah, as des moments forts ou des trucs qui t'ont marqué un peu? mm, comme j'ai commencé vieux déjà, j'ai pas eu toutes les, tu sais, les 3 épreuves classiques un peu en athlé quand tu commences jeune. Tu dois choisir 3 sports différents, après tu te spécialises. Moi, je me suis direct spécialisé, j'étais grand et maigre, on m'a mis au demi-fond. En vrai, c'était vraiment un critère physique et tout, mais en vrai, c'était un avantage aussi de ouf. Et encore une fois, ça s'est très vite bien passé. J'ai commencé sur du 3000 moi, parce que, bon, en vrai, les coachs, ils ont un peu la vista, ils voient un peu, ils voient un peu vite, tu vois, ton profil et tout, ce pourquoi t'es potentiellement fait. Et en fait, ça c'est la première année, franchement, ils voyaient que j'avais des qualités, mais j'étais vraiment éclaté contre un mur. Franchement, j'étais trop naze et tout. Et je sais pas, la deuxième année, j'ai eu un déclic, j'arrivais pas à me faire mal, en fait. Et la deuxième année, j'ai eu un déclic et je sais pas, un jour, je suis rentré dans une grosse course et j'ai claqué un gros temps. J'ai fait genre la meilleure performance française. Et en Ok. fait, là, on s'est dit, ah ouais, quand même, ça va vite. Et genre, dans la foulée, je fais genre vice-champion de France. Et du coup, ça, c'était à 16 ans, direct après. Et je sais pas, j'ai eu un déclic. Et en vrai, je sais que ça s'est passé sur une course à Grenoble où il y avait mes parents et tout, je m'en souviens, c'était vraiment vénère. Et juste, il y a des gars qui sont partis, qui étaient un peu des stars de mon âge à l'époque. Donc, c'était en 2017, 2016, 2017, je sais plus. 2016 peut-être. C'était un peu des stars de mon âge et tout, et je sais pas ce qui m'a pris ce soir-là. Je me suis dit, vas-y, je vais les suivre, on va voir ce qui va se passer. Et en fait, je suis arrivé au bout avec eux et tout, et j'ai fait un chrono de ouf. Et là, ce jour-là, je me suis dit, ouais, ok, c'est possible, tu vois. C'est possible, mais toujours dans ce truc de. Je pense que quand tu côtoies jamais vraiment ce que c'est que le très haut niveau et que tu côtoies jamais vraiment des gens qui ont côtoyé ces moments, t'as l'impression que c'est possible, mais c'est un peu plus un rêve de gosse. Et en fait, en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté à Grenoble jusqu'à 2021, donc pendant 5 ans. Je me suis qualifié au championnat du monde en 2018. J'ai fait les championnats du monde. J'étais le seul français, le seul demi-fondeur français, genre toute discipline confondue, à avoir fait les minima pour les championnats du monde. Donc ça montrait quand même un vrai potentiel. La Fédé, du coup, tout de suite, ils se sont penchés sur le sujet. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été suivi par la Fédé. Et en fait, ça, c'était en 2018, championnat du monde. Et je suis champion de France aussi la même année. C'est vraiment une de mes grosses années. Ils font partie de mes meilleurs souvenirs d'athlète. Parce qu'en fait, à ce moment-là, genre l'athlétisme, le sport, c'était vraiment genre un plaisir. Il y avait aucune contrainte. C'était vraiment, j'allais à l'entraînement une fois par jour. Je m'entraînais jamais 2 fois par jour.
Et le reste du temps, je me faisais kiffer, quoi. J'allais au bar, je voyais mes potes. Vraiment, c'était juste. L'athlé, ça commençait à 18h, ça finissait à 20h, c'était terminé, bonsoir, tu vois. Ouais. Là où, quand j'ai commencé à avoir une pratique d'athlète de haut niveau, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de 18h à 20h, c'est de 8h du matin à 8h du soir, voire à 8h le lendemain matin. Parce que la nuit, tu cogites, tu réfléchis aux entraînements du lendemain. Tu te dis, faut pas que je me couche trop tard, faut pas que je boive d'alcool, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Et en fait, tu es dans la contrainte tout le temps. Là où, quand j'avais 18 piges, franchement, je m'en battais les reins et ça fonctionnait. Donc, c'est des trop bons souvenirs. Et je m'en souviens justement, j'avais fait les championnats du monde UNSS à ce moment-là, sur 1500 mètres. Donc, du coup, parce que ma discipline, c'était le 1500 mètres. Et j'avais croisé Pascal Martino-Lagarde, qui est un hurdler français, un gars qui fait du 110 mètres haies, qui est un des athlètes, je pense, les plus médaillés de l'athlète français, qui m'avait dit, j'avais parlé un peu avec lui et tout, il m'avait dit, brother, profite de ces années-là, parce que moi, c'est mes meilleurs souvenirs, les années jeunes. Parce qu'en fait, t'es pas pris par le joug des contrats, t'es pas pris par le stress de la fédé. T'es juste dans un truc où bah, t'es toi-même, tu t'exprimes comme tu veux t'exprimer. Et en vrai, si ça marche pas, il y a aucune répercussion directe, tu vois. Alors que quand t'as 25 ans, que toute ta vie est orientée autour de ça, que c'est full sacrifice et tout, franchement, quand tu loupes une course, ok, il y a pas mort d'homme, mais en vrai, si, tu vois. Du coup, c'était très cool et tout. Et ensuite, en 2021, en gros, j'ai eu 3 ans de stagnation entre 2018 et 2021. Et en 2021, je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Est-ce que tu as envie de faire ça de ta vie ou pas? À ce moment-là, je m'étais dit que si je me lançais pas à fond dans le projet, je l'aurais sur ma conscience toute ma vie. J'avais, en fait, aussi mon mantra pendant toute ma carrière, c'était vraiment, j'ai pas envie d'avoir de regrets, tu vois. J'ai pas envie de nourrir de regrets. J'ai toujours envie de rester réglo avec moi-même. Même si je suis jamais champion olympique ou quoi, j'ai juste envie de me dire que, ok, j'aurais tenté, j'aurais donné le maximum. Mais si je suis pas champion olympique, c'est fallait pas que je sois champion olympique. J'avais pas le niveau, point à la ligne, tu vois. Du coup, je suis parti à Reims et c'est là que j'ai fait mes grosses années de sport de haut niveau pendant 4-5 ans avec Farouk Madassi, qui était l'entraîneur de Maïdine Mekissi notamment. Et c'est grâce à Maïdine que je suis parti à Reims aussi, parce qu'on se côtoyait un peu de loin. Et du coup, je me suis entraîné pendant 4 ans aux côtés de Farouk et Maïdine et d'un groupe hyper fourni avec plein d'athlètes de très bon niveau. Et c'est là-bas que je me suis vraiment forgé en tant qu'athlète, mais surtout en tant qu'homme, quoi. Tu dis qu'il y a eu 3 ans de stagnation jusqu'en 2021, c'est sportivement, tu veux dire? Ou, Ouais, ouais, sportivement, en vrai, j'avance. Genre, j'ai fait 3,44 en junior sur 1500 mètres, ce qui en 2018 était la meilleure performance française. Peut-être la sixième performance européenne ou un truc comme ça. Donc, ça allait vraiment vite, pour l'époque. Et en fait, j'ai refait 3,44 pendant 3 ans. Franchement, j'ai refait ça espoir 1, espoir 2. Et j'étais bloqué, j'arrivais pas à aller plus vite. Et en fait, je comprenais pas trop pourquoi. Je pense que j'arrivais au bout d'un cycle. Et surtout, en fait, à Grenoble, du coup, comme j'ai été très vite fort, j'ai très vite été mis sur un piédestal. Avec du recul, tout me semble très évident. Et j'étais vraiment le meilleur et tout, même de ma région. Franchement, je roustais tout le monde. C'était trop facile tout le temps. Et en fait, même, donc mon coach, il s'appelait Pierre Chevrier. C'est lui qui m'a formé, c'est lui à lui que je dois tout, en fait, hein, parce que c'est lui qui m'a donné l'amour au sport, etc., etc. Mais il y avait toujours un truc de, comme il a jamais vraiment connu le sport de haut niveau, il savait vraiment où c'est que où la limite s'arrêtait, etc., etc. Et bah, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça fait trop mal? Quand est-ce que c'est trop? Quand est-ce que c'est pas assez? Tout ça, je pense, c'est des choses, si t'as jamais connu vraiment le très haut niveau, c'est compliqué vraiment à savoir, tu vois. Et du coup, et surtout, en fait, moi, enfin, genre, si j'ai mon appartement et tout, je fais n'importe quoi, hein, je vois mes collègues, je sors, genre, il me faut vraiment un cadre. Et j'arrive pas à me le mettre tout seul, ce cadre. Et du coup, je me suis dit, vas-y, va dans un endroit où tu as un entraîneur qui est très fort, qui a entraîné des très forts, où tu as un cadre, parce que du coup, je suis parti habiter dans un internat, une petite chambre de 6 mètres carrés, cantine, au moins, tu es obligé de bien manger. J'ai vraiment abusé du truc, tu vois. J'ai fait le truc au maximum. Ce qui m'en a fait perdre la passion, c'est possible, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'est passé, parce que le juste milieu, c'est très difficile à trouver, hein. Franchement, moi, je suis incapable de trouver le juste milieu. Romain Gary, mon écrivain préféré, il a écrit dans un de ses livres, le juste milieu, c'est trop difficile à trouver. Entre entre fermer la porte et laisser tout le monde rentrer, tu vois, il y a un juste milieu. Et ce juste milieu, moi, j'arrive pas à le trouver. C'est trop bizarre. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui m'a tué un peu à la fin. Mais voilà, en tout cas, après, j'ai fait mes 3 années à Reims, mes 4 années à Reims, et c'est ça qui m'a vraiment formé. C'est ça. Je me suis un peu perdu, mais c'était ça que je voulais dire. et du coup, c'était quoi ton parcours à Reims? Comment ça s'est arrêté? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? La première année, j'ai arrêté l'école. Je me suis vraiment mis à 100% là-dedans. Et puis, en fait, j'avais plus trop de projets académiques. Je venais de finir un DUT dans le commerce, mais en vrai, ça me plaisait pas. Je le faisais un peu pour les darons, tu vois, tu connais. Et je me suis dit, je veux être athlète pro, donc vas-y, je vais arrêter l'école. Tous les meilleurs, ils arrêtent l'école, donc faut que j'arrête l'école, tu vois. En pensant assez débilement que ça allait être cool. Et en fait, franchement, je me suis perdu. Moi, j'avais des problèmes un peu perso à cette époque-là. C'est aussi pour ça que je suis parti de Grenoble. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de voir ailleurs, j'avais besoin de voir d'autres gens.
Et en plus, j'ai arrêté l'école, donc en fait, je me suis noyé complètement dans le sport et en fait, je me blesse souvent. Et du coup, je me suis assez vite blessé et en fait, je me suis assez vite retrouvé seul face à moi-même dans une petite chambre à pas pouvoir courir en fait. Et quand t'es là-bas pour courir, c'est un peu, tu deviens un peu fou, pas se mentir. Et du coup, cette année-là, j'ai compris que c'était pas bien de rien faire à côté. En tout cas, pour moi, je pense que c'est pas une fin en soi que d'aller à l'école et t'es pas obligé d'aller à l'école pour réussir. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'était impossible que de penser que à l'athlète, tu vois. Vraiment. Genre, je me suis tué l'esprit à ça. Du coup, j'ai repris l'école et tout. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Léna Candisounon, qui est une athlète de haut niveau, qui a fait des grands championnats, etc., etc., qui a fait les Jeux à Paris et qui était à Sciences Po et qui m'a dit, il y a un cursus pour les sportifs de haut niveau et tout, tente ta chance, tout ça. Et donc, du coup, bah, j'ai posé mon dossier, j'étais pris à l'oral, j'ai passé l'oral, j'ai été pris, grâce notamment au responsable du programme qui s'appelle Jean-Claude Legal, qui est un mec super compétent et franchement qui a réussi à accompagner des athlètes depuis une quinzaine d'années. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, le certificat pour les sportifs de haut niveau de Sciences Po, il touche à sa fin. En 2027, c'est annulé. Enfin, ça n'aura plus lieu, ça n'existera plus. Donc ça, c'est une aberration parce que c'était l'un des seuls diplômes qui permettait aux athlètes de conjuguer le corps et l'esprit. Et franchement, moi, je trouve ça tellement triste. Tellement triste parce que les profs, ils sont tellement fiers d'accompagner les athlètes. T'as pas idée. Les partenaires, ils sont tellement fiers de participer. Ils étaient encore chauds pour participer. Moi, lors de ma remise de diplôme l'année dernière, les partenaires, ils étaient chauds de continuer encore et ils étaient contents de nous annoncer qu'ils allaient continuer à nous suivre. C'est vraiment genre une décision de merde de la part de Sciences Po. On sait même pas trop pourquoi ils ont pris cette décision. Ils nous disent qu'il y a d'autres diplômes qui existent. Il y a un bachelor qui s'appelle le bachelor EPTA qui a été mis en place par, enfin, c'est trois écoles qui se scindent. C'est Supélec, Sciences Po et une autre école, je sais plus. Mais sauf que la formation, elle est pas aménageable, en vrai, donc quasiment pas aménageable. Donc c'est impossible quand tu t'entraînes 12 fois par semaine. Ça coûte genre 20 000 euros l'année. Enfin, c'est énorme, mec. Il y a 40% des athlètes qui étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Il y a Ouais. une problématique, tu vois. Et c'est un diplôme de management, donc ça ouvre qu'une seule voie, celle du management, c'est hyper réducteur. Ça veut pas dire que tu es athlète, c'est pas parce que tu es athlète que tu vas pouvoir faire qu'un truc un peu benet. Je dis pas que le management c'est pas bien, mais genre pourquoi faire que du management? Enfin, je veux dire, complètement débile. Enfin bref, donc du coup, j'ai eu la chance de participer à ce programme-là. Et du coup, voilà, en gros, mes années à Reims, c'était ça, c'était de l'entraînement. Et j'avais un double projet en fait à Reims, c'était qu'en 2024, je me qualifie aux Jeux Olympiques et je validais mon diplôme à Sciences Po. Et j'ai validé mon diplôme. Je me suis pas qualifié au jeu, mais en vrai, j'ai tout donné pour. Et du coup, en 2024, je me suis dit, bah voilà, tu arrives à la fin d'un cycle, tu t'étais dit 2024, c'est ces deux cases qui se remplissent. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Et en vrai, j'ai pris un peu du recul et je me suis dit, j'ai pas envie de courir autour d'une piste indéfiniment et j'ai envie de finir un peu mes études et tout. Et donc, du coup, là, actuellement, je suis en master à Sciences Po, je valide mon master. Trop bien. Mais du Voilà. coup, l'athlé, c'est fini? C'est un truc que tu mets de côté ou ça reste un hobby? Franchement, je sais pas trop, je vais te dire la vérité. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible en fait. Genre, de manière pragmatique, c'est pas possible. Dans le sens où j'habite à Paris, j'ai un loyer à payer, j'ai plus de contrat avec aucune marque, j'ai des études à finir. En vrai, j'en ai tellement chié depuis mon bac pour concilier sport et études que si j'arrête maintenant, je vais m'en vouloir toute ma life. Et en vrai, c'est une chance de fou qu'on m'a donné que d'être à Sciences Po, donc j'ai envie de valider mon master. L'accès à Sciences Po pour les sportifs de niveau, il s'arrête en 2027. Pour moi, ça sera un manque de respect que de pas finir ce diplôme-là, alors qu'il y a des gens qui se sont cassés le cul pour que j'y accède et tout. Donc en vrai, là, à court terme, dans les 2, 3 prochaines années qui arrivent, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas possible. En tout cas, dans le niveau d'investissement que j'avais avant. Dans tous les cas, j'ai arrêté pendant 6 mois complètement. J'ai pas fait une foulée tellement que j'étais dégoûté de la course à pied. Donc franchement, j'ai pas chaussé une paire de baskets pendant 6 mois. Un soir, comment dire, il y avait tu sais, en vrai, quand ton corps il est habitué à s'entraîner 12 fois par semaine et du jour au lendemain, tu fais plus rien pendant 6 mois, il y a un peu des dérèglements, on va pas se mentir, mais que je sentais pas trop. Et en fait, ça montait, ça montait, ça montait la sauce. Et genre, un soir, je rentre chez moi, je me fais insulter par un cycliste. Je rentre chez moi, je frappe dans un mur, je crois que je casse le mur, c'est limite. Et là, je me suis dit, voilà, il y a un problème il va falloir refaire du sport. Du coup, j'ai mis mes baskets et je suis allé faire un footing. Et en fait, ça m'a trop fait du bien. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai repris le sport. Et en fait, on m'a dit, j'ai un pote qui s'appelle Guillaume Pontier, qui est le fondateur de Distance, qui est un gros magasin de course à pied sur Paris, qui m'a dit, vas-y, avec Soconi, donc une marque de sport, on aimerait bien aller faire le 10 km de Londres et tout. Est-ce que tu es chaud pour faire une activation marketing avec eux et tout? Tu as juste à courir le 10 km de Londres. Je te demande pas de courir vite ou quoi qu'il y ait, juste d'y aller. Et en fait, on fait du contenu. Et je me suis rendu compte que mon côté malsain, il a très vite pris le dessus et j'ai très vite recommencé à m'entraîner comme un tartare et tout. Et genre, je m'entraînais pas 12 fois par semaine, mais je me suis très vite entraîné 6 fois par semaine, quoi.
qui est énorme quand même. Et mais en vrai, j'ai pris trop de plaisir et tout, mais je me suis dit, ouais, t'as un rapport à la performance qui est un peu bizarre quand même, Quentin. Et en fait, je me suis fait mal. En fait, je me suis refait mal à cette époque-là et tout. Et donc, du coup, là, je recours plus depuis juin parce que je me suis fait mal au pied. Donc là, je suis en convalescence, dans mon énième convalescence, mais je cours plus. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à court terme, de toute façon, c'est pas possible. Et à moyen, long terme, bah, c'est une question de, je pense, d'essayer de retrouver un équilibre et de voir si j'arrive à ne pas me péter. Mais en fait, courir, j'adore ça. C'est juste que je me pète énormément. Et donc, du coup, c'est trop chiant parce que je passe plus de temps pété qu'à courir et ça prend la tête, quoi. Surtout que ton Donc, kiff, ça a l'air quand même d'être sur les plus petites distances, moins sur de la bah ouais, longue de endurance. fou. Moi, j'ai remarqué et tout, même après les jeux, tous les gars qui ont re-signé, mes collègues avec qui je courais et tout, c'est que des gars qui ont aussi un potentiel sur route. Ouais. Les purs pistards, ils n'ont pas re-signé. Ceux qui font que de la piste. Et d'un côté, c'est triste parce qu'en fait, genre, moi, j'ai un amour viscéral pour la piste. Je te jure, il y a un truc, c'est presque sexuel et tout. J'aime trop ça. Vraiment, je trouve, quand tu vas vite, que tu mets une paire de pointes et tout, là. Ouais, malheureusement, ouais, la piste, c'est plus trop reconnu, en tout cas, à part par les puristes que je suis. Ah C'est bon, trop je fais bien. partie. Mais donc, du coup, tu as un peu accepté, il y a un peu une résilience de, c'est un processus long, mais tu termines tes études, tu mets ça de côté. Est-ce que tu as l'impression de trouver une forme de paix, dans le truc où tu, Ouais. tu sépares les deux vraiment de manière distincte? En fait, je sais pas si je trouverai un jour la paix. Moi, je vais te dire la vérité. Je pense que si tu trouves la paix, je sais pas, en fait, il y a deux voies un peu dans ma tête. J'ai l'impression que si je trouve la paix un jour, je serai plus productif et j'aurai plus rien à prouver, donc ça sera un peu triste, tu vois. Genre, t'es en accord avec toi-même et tout, ok, mais genre, tu cruises dans l'existence. Mais moi, j'ai pas envie juste de cruiser, tu vois. J'ai envie aussi d'avoir des projets, d'avoir des trucs à prouver, d'avoir des. Et je sais pas, j'ai toujours été un peu en mode écorché vif et tout. Moi, ça a toujours été un truc de j'ai besoin de prouver à je sais pas qui que je suis capable de faire ci ou ça, mais en fait, est-ce que c'est pas à moi au final, tu vois? On sait rien. Et du coup, une sorte de paix, je crois une sorte de résilience, oui, mais en vrai, t'es obligé parce que sinon tu deviens aigri et con. En fait, si t'es pas capable de te regarder devant un miroir et de te dire j'en ai pas les épaules, en fait, tu seras jamais heureux dans ta vie parce que tu vas toujours te dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'en vrai, j'ai fait le tour d'un truc. En tout cas, toutes les cartes que j'avais dans la pocket, je les ai toutes mises sur la table. Est-ce que c'était le bon schéma? Est-ce que je les ai mises au bon endroit, etc., etc. C'est même pas le sujet parce que c'est fait, tu vois. Donc en fait, même je m'en bats un peu les couilles. Mais par contre, toutes les cartes que j'avais, je les ai mises sur la table. Ce qui me fait chier, c'est qu'à la fin, de l'autre côté de la table, je récupérais pas la monnaie. Et ça me saoulait. En fait, si tu mets toutes tes cartes et que de l'autre côté, tu récupères le cash, ok, tu vois. Mais si tu fais que de perdre de l'oseille tout le temps, au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc, il y a ce truc de process que je kiffe. Et en fait, en vrai, c'est ça la vraie finalité du sport de haut niveau. C'est la construction d'un homme ou d'une femme. C'est en fait, c'est une vie qui est condensée, mais en même temps, c'est tellement puissant. Et en même temps, tu es tellement confronté à la difficulté tout le temps. Et tu es tout le temps dans l'inconfort. Et donc, du coup, en fait, c'est tellement la clé pour moi de. En fait, maintenant, je suis trop bien dans ma vie, en fait. Genre, en vrai, je bosse énormément, je rencontre plein de gens et tout, mais je me rends compte que ça sera jamais aussi dur que ce que j'ai vécu en tant qu'athlète. Mais d'un autre côté, que les gens que je rencontre aussi, ça sera jamais aussi puissant peut-être que ceux que j'ai rencontrés dans ce cadre-là. Donc, d'un autre côté, il y a un truc un peu triste aussi, parce qu'en fait, tu es tellement vulnérable quand tu t'entraînes. Les gens avec qui tu t'entraînes, ils te voient dans des positions qui sont tellement vulnérables, inconfortables, que les liens que tu crées avec ces gens-là, mais genre, c'est tu vois, tu peux pas les créer ailleurs en fait, parce que dans la société, tu as tout le temps des masques, tu fais le cake, tu joues un rôle. Moi, actuellement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu vois ce que je veux dire? Tu es tout le temps en train, en vrai, de jouer un petit rôle, tu as toujours un petit masque. Qu'est-ce que tu veux montrer vis-à-vis des gens? Quelle face tu veux montrer de toi? Quand tu t'entraînes tout le temps avec des mecs et que tout le temps ils te voient dans des états pitoyables, il n'y a plus la place pour les masques et tout. Et donc, du coup, tu es dans un endroit de vérité qui est extraordinaire. Et rien que pour ça, genre, c'est trop magnifique d'avoir fait ça et je regrette pas. Tu vois, le plus important et tout, c'est que je regrette pas. Maintenant, évidemment que tu as toujours un goût d'inachevé, etc., etc., mais quand mon esprit et ma conscience et comment dire, mon côté un peu sain, il essaie de reprendre le tout, il se dit, en vrai, t'as fait ce que t'avais à faire et genre, terminé mon soir, arrête de. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, professionnellement, tu veux t'éloigner un peu de tout ça? Ou est-ce que tu as envie de rester connecté un peu avec l'athlé ou le monde du sport? Ben, moi, j'ai toujours vous dit que je voulais m'en éloigner au maximum, que je voulais pas bosser dans le monde du sport, etc., etc. Mais en fait, il y a un truc, je sais pas si c'est que je suis faible d'esprit ou je sais pas trop, mais il y a un truc qui fait que j'y reviens tout le temps parce qu'en fait, et c'est un peu un truc de pervers narcissique, c'est qu'en fait, bah, dans l'athlé, j'ai une reconnaissance, j'ai un nom, je sais que je me suis forgé aussi à coup de labeur et de sueur et de travail acharné.
un nom, franchement, et une respectabilité. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je sais que je me fais respecter dans ce domaine-là et tout. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai toujours besoin de cette béquille pour me sentir légitime d'être en vie. Tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, en fait, bah, malgré moi, j'y retombe souvent. Et souvent, ça va me faire du bien de reposter une petite vidéo de course à pied sur les réseaux sociaux. Ça va me faire du... Mais en vrai, c'est qu'un truc d'égo tic de merde, tu vois. C'est qu'un truc d'égo pourri. Donc, je sais que je suis pas accompli et tout sur ce plan-là. Et en même temps, j'aime tellement viscéralement ça, tu vois. Mais en vrai, j'essaye de m'en éloigner parce qu'en fait, je me dis que la vie, il y a tellement de trucs intéressants dans la vie. Ça serait tellement dommage qu'à la fin de mes jours, j'ai passé ma vie avec les mêmes gens, à parler des mêmes choses, à trucs, tu vois. Il y a tellement de trucs à découvrir qui sont cool que, en vrai, j'essaye. Dans un monde idéal, j'en suis loin. Mais le problème, c'est que la vie, c'est pas une gaufre. C'est pas facile comme ça. Tu dis que depuis tout à l'heure, t'as aucun regret, que genre tout ce que t'as fait, Mm. tu t'es donné à fond, c'était trop bien, et que ça, c'est un truc, tout ce que t'as fait, tu peux pas le regretter, mais t'es Ouais. ultra déçu que la formation à Sciences Po, elle s'arrête en 2027. Est-ce que, un peu de la manière où cette déception, elle te touche parce que ce truc-là, tu trouves que c'est génial et que, est-ce qu'il y a un truc où tu as envie de pouvoir enfin, t'aimerais bien changer des choses aussi, peut-être, dans le Par rapport à sport, ça, dans l'athlé, tu vois, ce genre de truc qui s'arrête, qui se termine, alors que toi, tu l'as vécu et que c'est une super expérience. déjà, juste par rapport au certificat et tout, moi, ce qui me rend fou, c'est en fait de me dire que, en fait, mais ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, les qualités et les compétences que tu développes dans une carrière d'athlète de haut niveau, tu peux pas l'apprendre ailleurs. Ça me rend un peu fou d'ailleurs, parce qu'en fait, ce truc de être à l'heure à un rendez-vous, moi, c'est un truc à l'entraînement. J'étais en retard à l'entraînement, mais je me prenais une rouste, mais t'as pas idée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et même, c'est un manque de respect. T'es là l'hiver, c'est rendez-vous à 10 heures. T'as 20 bornes sous la neige, il fait froid et tout. T'attends pas une minute à un retardataire. Et en fait, pendant 10 ans, t'es martelé de cette éducation, qui est d'un côté dure, mais qui est en même temps aussi tellement riche, qui fait qu'après, quand tu arrives dans la vraie vie, bah, t'es pas en retard en cours. Tu as un entretien, t'es pas en retard à l'entretien. Tu fais pas péter un entretien 10 minutes avant. Ça, non, mais genre, tu as un truc où tu es quand même dans un truc de respect tout le temps. Et moi, c'est même, je me rends compte dans mon taf aujourd'hui, parce que du coup, j'ai un job étudiant aussi. Et en fait, ça, c'est hyper appréciable des gens qui t'embauchent, c'est hyper appréciable des gens avec qui tu bosses, de tes profs, etc., etc. Ce truc aussi de proximité avec les gens, parce qu'en fait, encore une fois, tu as tellement été dans des situations difficiles qu'en fait, tu relativises un peu tout et qu'en fait, tu te rends compte qu'en fait, on est tous des humains et qu'en vrai, ce Gadjo-là, il a beau être instituteur, archi-diplômé, hyper reconnu et tout, c'est un mec comme toi, en vrai. Il aurait été dans ta situation et il aurait été pareil. On est des humains. Et donc, du coup, en fait, ça rapproche aussi des gens. Et en fait, du coup, tout ça, je trouve que de dire, bah voilà, on n'a plus le droit de faire des études, les athlètes de haut niveau, en fait, c'est les balayer et en fait, c'est se priver. Déjà, c'est les priver d'une éducation confortable. Et en plus, c'est se priver de points forts dans les classes et tout. Parce que je vois quand je suis rentré à Sciences Po, en master, j'ai des classes que j'ai majorées, alors que j'ai pas fait le collège universitaire et que je suis, genre, aux yeux des gens, en vrai, l'imbécile qui est rentré parce qu'il y a des quotas pour les sportifs de haut niveau, tu vois. Et alors qu'en vrai, t'es au moins aussi fort qu'eux à l'école. Et donc en vrai, donc c'est pour ça que ça me révolte et que je trouve ça trop dommage, parce que tu fermes la porte à tout ça. Et des trucs que je veux changer, franchement, je crois pas. Genre, j'essaie de me dire que ça va avec son temps et qu'au début, j'étais un peu révolté face aux plaques de carbone, tu sais, des choses comme ça, toutes les évolutions technologiques. Franchement, au début, je sautais à la gorge des mecs qui disaient que c'était bien et tout. Maintenant, je me dis que c'est comme ça avance, et puis que, et en vrai, je m'y fais, tu vois, je fais pas le vieux réac. Juste, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez d'oseille. Mais en même temps, d'une, je peux rien y faire. Et de deux, c'est ce qui rend ce sport aussi si sain, je trouve, et si beau. C'est qu'en fait, ton daron, s'il va t'inscrire à l'athlé quand t'es gamin, c'est pas avec des ambitions de se faire de l'oseille sur ton dos, tu vois. Alors que, est-ce qu'un daron qui inscrit son fils au foot, il l'inscrit pour le foot ou parce qu'il veut en faire un millionnaire? Un daron qui a inscrit son fils à l'athlé, il a inscrit son fils à l'athlé parce qu'il y a des valeurs magnifiques. Il inscrit pas son fils à l'athlé parce qu'il va se faire de l'oseille. Donc en fait, mine de rien, le fait qu'il n'y ait pas d'oseille dans ce sport, et encore en vrai il y a de l'oseille, mais il est juste réservé aux très 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 meilleurs, et ben en fait je trouve que ça le rend noble et sain, tu vois. Et le seul petit coup de gueule que j'ai, c'est que justement, ce sport qui est noble et sain, il devient un grand ramassis de merde, notamment à Paris, avec les fashion runners, tu vois. Que genre, franchement, qui se régale et tout, c'est pas un problème, qui se régale, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a une perte de conscience de ce que c'est à la base, qui est genre absolument lunaire.
Et des fois, ils te font des remarques, les pélos, mais tu te dis, mais vous êtes à des années-lumière de ce que c'est la vie. Et en fait, le problème, c'est que les athlètes de haut niveau, ceux qui sont vraiment très très forts, ou même pas forcément de haut niveau, mais en tout cas, les gens qui sont vraiment bons, et bah, c'est ceux qui parlent le moins. Et ceux qui donnent des conseils, qui font les cakes et tout, c'est des gens qui sont éclatés contre un mur et qui se rendent pas compte que, en fait, bah, qu'en fait, à la base, genre, le sport, c'est pas ça, tu vois. C'est un truc pour toi-même, c'est pas un truc pour les autres. Et en fait, le truc du fashion, j'ai l'impression que ils font ça pour les autres. Tu sais, je sais pas, moi, quand je vais courir, je vais, je vais le soir dans le bois de Vincennes, là où il y a personne pour me retrouver tout seul avec moi-même, tu vois. Eux, les frérots, quand ils vont courir, c'est le samedi à 14h, place de la République, en plein Paname, entre les bagnoles. Et du coup, c'est quoi la conclusion de ça? C'est qu'ils font ça pour se montrer, tu vois. Ils font pas ça pour leur bien-être. Si tu fais ça pour ton bien-être, tu vas dans une forêt, c'est fini, tu vois, le soir, tranquille. Eux, ils font ça samedi après, bien, bien Paris plein, bien en groupe de 150. Et je veux pas être aigri ou quoi, ou encore une fois, je sais pas, je le dis bizarrement, mais il n'y a pas de jugement ou quoi qu'est-ce, juste je pose une question, tu vois. Je me dis, ok, pourquoi ces gens-là, ils le font? Est-ce qu'ils ne servent pas de la course à pied pour servir leurs intérêts personnels? La question est posée, tu vois. J'en sais rien. C'est C'est le seul petit coup de vrai. gueule que j'ai, entre guillemets. Pose les termes, c'est bien, t'as raison. Bah ouais. En vrai, je vais pas te prendre beaucoup plus de temps. Ça fait déjà 35 minutes qu'on est tous les deux. Mm. Je vais terminer sur une dernière question, un Vas-y. peu d'actualité. Je sais pas si tu as entendu parler des NN's Games, les jeux Mais développés. gars, c'est une dinguerie que tu me demandes ça, tu sais quoi? Parce qu'en fait, à Sciences Po, actuellement, j'ai un cas d'actualité. Enfin, pas un cas d'actualité, j'ai un cours qui s'appelle Critique de la raison numérique, avec Ah, un pélo qui s'appelle David Colomb, c'est un prof de Grenoble et tout. Et en fait, c'est un cours notamment qui touche au transhumanisme. Et on a une étude de cas à faire, en gros, de semestre. En gros, c'est la big étude de cas. Et gars, j'ai pris ça. c'est une folie. Ah, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu penses de ça là, avec Fred Qu'est-ce que Curly je pense de ça, qui franchement? s'inscrit Ben, je vais te dire la vérité. Moi, juste, je pose ça là, tu vois. Après, t'en fais ce que tu veux et tout. Qu'en fait, en gros, je pense que le débat, il est ailleurs. On dit c'est une aberration et tout, machin. Les jeux pour les doper et tout, machin. C'est inadmissible, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. En vrai, c'est vrai que c'est inadmissible et tout. Et évidemment, je cautionne pas et tout. Et le but, c'est pas de dire Malric, il est pour ou Malric, il est contre. Ah bah, évidemment que je suis contre. Mais par contre, tu vois ce que c'est le transhumanisme? ouais, C'est le truc dans le mode, voilà, on dit qu'il y a des personnes qui pensent que l'être humain il est infiniment inférieur à la machine, notamment tous les pélos de la Silicon Valley, qui vraiment qui ont que du déni et que du dédain pour l'homme, et qui pensent que c'est la machine qui va prendre le dessus. Et qu'on va augmenter les humains et qu'on va avoir que des robots et tout, etc., etc. à terme. Et le grand rêve originel des transhumanistes, c'est de devenir immortel. C'est genre l'un des seuls trucs sur la Terre qu'on peut pas acheter, malgré tout l'oseille que tu as, c'est la santé. Et tous les frérots multimilliardaires et tout de la Silicon Valley et tout, ça les fait rager, tu vois. Et du coup, t'en as qui disent et tout que ces jeux-là, là, en fait, c'est sous couvert de sport. Et ben en fait, c'est juste on fait des tests et des expériences scientifiques sur des humains, comme ils faisaient les nazis sur les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand ils pensent, c'est ça en fait qui est horrible. C'est qu'en fait, tu te dis, c'est pas une question de sauter plus haut, courir plus loin, machin. C'est le fait de payer des gens pour faire des expériences sur leur corps, genre. Et en fait, ça rappelle des trucs de l'histoire qui sont genre ignobles. Et est-ce que le problème, c'est pas il y a un décalage entre les objectifs de chacun? Est-ce que genre les athlètes de haut niveau, ils pensent pas que c'est pour le bien du sport, ou en tout cas c'est pour le bien de l'humanité, en mode on va essayer de dépasser les limites et tout grâce à la science? Mais est-ce que les mecs qui leur font les expériences, ils font pas ça pour faire leurs expériences, pour faire des trucs qui potentiellement en fait seront faits sur eux-mêmes plus tard, mais qu'en fait on se sert du sportif de haut niveau pour faire les tests sur lui. Et en fait, s'ils font ça sur des gens lambda, en fait tout le monde va s'insurger, genre en mode c'est inadmissible, on paye des gens pour faire des tests sur des gens, on est où, on est sur quelle planète? Alors qu'en fait on met ça sous couvert du sport, mais non, mais c'est des jeux et tout machin, c'est pour courir plus vite, c'est pour sauter plus haut, c'est pour lancer plus loin. Mais en fait, est-ce que genre le débat il est vraiment là, tu vois? C'est ça la question que je me pose moi. C'est est-ce que genre la question c'est vraiment en fait est-ce qu'on n'est pas tous en train de s'arracher les cheveux sur un truc qu'en fait c'est pas du tout le sujet et que 6 milliardaires et en plus c'est fou parce que genre les mecs qui investissent là-dedans c'est le fondateur de PayPal, c'est le fils de Donald Trump. C'est en fait c'est tous ces mélancoliques américains là de la Silicon Valley qui ont des rêves d'éternité et tout machin, de télécharger son cerveau dans le métaverse, des trucs comme Egg. Est-ce qu'en fait, ils se servent pas de ça pour faire leurs expériences scientifiques? La question est posée. Et moi, franchement, je trouve ça fou. Je trouve ça ouf. En fait, je me demande si tout le monde a a la même notice. Tu captes si tout le euh, monde a les cartes. Est-ce que c'est pas que eux qui ont les cartes?
les milliardaires qui investissent l'oseille, tu vois? En fait, moi, je trouve que ça va aussi marquer, même en dehors de l'analyse médicale du sujet, ça va vraiment marquer une scission entre les puristes du sport et ceux qui seront partisans d'un sport augmenté, auquel, bah, pour l'instant, là, il n'y a aucun athlète français qui participe, mais ça interroge un peu sur la performance et l'humain, quoi. Non, mais gros, personne participe parce qu'en fait, c'est pas parce que genre l'opinion publique est pas favorable. Mais gros, on est des moutons, hein. Le jour où l'opinion publique est favorable, t'inquiète pas que t'as 15 athlètes français qui vont participer, mon frérot. Enfin, je pense, hein. Mais ça va pousser le sport à se réinventer, en fait, quelque part. À se réinventer, mais dans quelle direction et tout, je sais pas. Mais en même temps, t'as des trucs, tu te dis, on sait qu'il y a plein de gens qui se chargent. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, est-ce que c'est pas aussi mettre le doigt sur un truc de, bah voilà, on sait ce qui se passe en vrai, mais du coup, est-ce que ça a pas enlevé un truc d'âme un peu, tu vois? Parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est le supplément d'âme, tu vois. C'est ça. Mais si maintenant le supplément d'âme, c'est un supplément de technique et de science, je sais pas. En vrai, la vérité, pour l'instant, j'ai pas trop de réponse à ça et tout, mais en tout cas, je me pose grave des questions et je trouve que c'est un sujet trop intéressant. Un peu réfractaire quand même à l'idée des jeux. Bah évidemment, je suis archi contre, attention. Archi contre, mais le dopage et tout, moi, c'est un truc, c'est. Mais en même temps, encore une fois, je pense qu'il faut toujours, il n'y a pas de oui ou de non, tu vois, il faut prendre des pincettes tout le temps. En même temps, je juge pas systématiquement le pélo qui va se doper, parce que tu sais pas c'est quoi sa vie à ce mec. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mhm. On dit les Kenyans et tout machin, tous dopés, mais frérot, tu vas au Kenya, tu comprends pourquoi? Il a pas de solution, le mec. Et en fait, les enjeux, ils sont pas au même endroit. Nous, le sport de haut niveau, c'est un caprice, en vrai. C'est un caprice d'ego. T'as des gens pour qui, genre, c'est la seule option. Tu comprends ce que je veux te dire? Et du Ouais. coup, nous, on est là, en fait, avec notre prisme d'analyse à nous, en mode, mais c'est inadmissible et tout machin, il se dope. Mais, et encore une fois, je dis pas qu'il a raison. Mais je dis qu'en fait, il faut tout le temps faire un petit pas de côté, prendre du recul et se dire, attends, mais tu sais pas le frérot ce qu'il vit, tu sais pas c'est quoi sa vie, tu sais pas. Tu peux pas juger. Alors, évidemment, il doit être condamné, c'est la règle. Et genre, à aucun monde, il y a un mec qui est dopé, il devrait ne pas être condamné parce qu'il a pris ça pour des machins, raisons, machin, truc. Mais c'est exactement le même débat que le pélo qui vole à la supérette parce qu'en fait, il a rien à manger, genre. Gros, à mon avis, s'il avait le choix de faire autrement, il ferait autrement, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Et en même temps, je m'écoute parler, je me dis non, tu dis n'importe quoi, tu vois. Mais en tout cas, je pense que c'est important de toujours je sais pas, de toujours confronter ça à d'autres trucs et je pense qu'il faut pas juger quand c'est pas c'est quoi la vie des gens, tu vois. Nous, on est des privilégiés, en vrai. Trop bien, Non? trop bien. Ouais, 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 bah carrément, carrément. Bah, ça tue. Je te remercie pour ton Je sais temps. pas si j'ai répondu à toutes tes questions et tout. Je suis désolé, je divague beaucoup quand je parle, Mais mais ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu m'as parlé de trucs qui sont sincères et qui te touchent toi, donc eh ben, avec et, plaisir. Merci à toi, Quentin, d'être venu dans ce premier épisode de 4ème place. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ça vous a plu et moi je vais aller courir en forêt et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 4ème place présenté par Sidelines.